Bonjour, nous sommes le 23 octobre, il est presque 18 heures. Bon, ben on a patienté tous les trois. Les trois, c'est les trois lascars habituels, c'est-à-dire un certain chat appelé Oxo, regardez sa queue en tire-bouchon, vous voyez le truc. Un chien appelé Goliath, qui est un peu dans le noir là dans son panier. Pourquoi dans le noir? Le troisième larron étant votre serviteur, pourquoi dans le noir? Parce qu'il ne fait pas bon. Regardez ça. On vient d'avoir un orage, il y avait tellement de tonnerre que j'ai un peu attendu avant de shooter parce que ça aurait perturbé le son. Alors vous entendez aussi des bruits de cuisine parce qu'à la fin de cette capsule, je vais vous montrer quelque chose qu'on est en train de préparer et qui va être très bon. Je sais bien que vous aimez un peu espionner ma cuisine. Et donc, on va faire tout ça. Et à propos de cuisine, eh bien, aujourd'hui, je vous parle d'alimentation. Et je vais faire, avec l'aide de toute une série d'études que j'ai étalées ici sur mon bureau, je vais faire le procès des céréales. Eh oui, vous savez que j'aime bien ça. Je fais la promotion, l'apologie des graisses, et je fais donc le procès des céréales, parce que les deux vont de pair. On ne peut pas tout manger à la fois, on a un certain appétit. Il y a les trois grands groupes de macronutriments, les graisses ou lipides, les féculents ou glucides, qui évidemment incluent les céréales, les protéines ou protides, où là, il en faut absolument suffisamment, au moins 20% dans l'alimentation, mais il n'y a aucune bonne raison d'aller au-delà de 25, peut-être 27%, un peu plus pour ceux qui ont besoin de force, un peu moins autrement, mais c'est toujours dans une fourchette de 20 à même pas 30%. Donc c'est plutôt 20-25%, on peut aller un tout petit peu au-delà, par exemple dans des sports de force, et il n'y a pas du tout place pour une diète hyperprotéinée qui est une vaste fumisterie, comme je vous l'ai déjà dénoncé dans beaucoup de capsules. Il n'y a pas place non plus pour une diète pauvre en protéines, bien entendu, qui serait une véritable calamité, qui est une forme de famine. Donc, toujours le même problème, c'est la mise en proportion des graisses et des féculents, des glucides, qui varie selon le génotype ApoE. Je vous renvoie à ces capsules fondamentales sur les génotypes, dont celle plus spécifiquement sur le génotype ApoE. Mais sans entrer dans cette personnalisation plus poussée du génotype ApoE, ce que je veux vous mettre en évidence aujourd'hui, c'est quand même que les céréales, eh bien, c'est le diable. Et en anglais, on utiliserait le mot evil, E-V-I-L. Bon. Alors, comment est-ce que je vais m'évertuer à vous prouver ça? Eh bien, nous sommes aujourd'hui, en réalité, vous vous en êtes pas encore rendu compte, mais bon, moi, il y a longtemps que j'y travaille, dans l'opus 3 de ma série, de ma saga ancestrale. Ok? Opus 3. Et l'opus 3 se focalise sur la transition du paléolithique, vous connaissez cette notion, ça date, vers le mésolithique, qui est une période de transition typiquement entre moins 20 000 et moins 10 000 ans, et puis le néolithique, approximativement 10 000 ans, 11 000 ans. On parle aussi de Pléistocène, c'est pas facile à dire. Quand on remonte dans le paléolithique avec différents stades, le supérieur étant la fin du Pléistocène, j'ai du mal, Pléistocène. La fin du Pléistocène est appelé le Pléistocène supérieur, et le néolithique
la période actuelle, qui a commencé il y a une grosse dizaine de milliers d'années, est également appelée l'Holocène. Nous sommes actuellement dans l'Holocène. Et donc, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est la révolution néolithique, la transition du paléolithique au néolithique avec la phase intermédiaire du mésolithique. Et je ne pensais pas vous trouver des infos sur le mésolithique, mais finalement j'en ai. Et c'est tout à fait compatible avec le reste, avec toute la logique de santé que je vais essayer de vous dérouler. Bon, le premier article que nous allons regarder ensemble, parce qu'aujourd'hui c'est pour ça que je suis aussi à mon bureau, c'est pas seulement parce qu'il pleut, je savais pas faire ceci en promenade, hein, et quand je fais des promenades, bon, d'abord les animaux emmerdent certains, bien entendu, ok, et surtout ils me disent que je n'utilise pas de références scientifiques. Oui, effectivement, je ne me promène pas avec mon écran d'ordinateur collé dans le dos et qui dépasse mon crâne pour vous montrer les références scientifiques pendant que je me balade. Donc aujourd'hui on ne se balade pas et on plonge dans la science pure et dure. Et je commence par un premier article que je trouve très intéressant, hein, évolution. C'est pas facile de lire à l'envers parce qu'évidemment sur l'écran c'est comme écrivait Léonard de Vinci. Je ne suis pas Léonard de Vinci, loin de là. Base de l'évolution de l'alimentation humaine, conséquences pour la santé humaine. Ce qui est intéressant avec cet article, et ça figure déjà dans l'abstract, on ne va pas aller dans trop de détails parce qu'on n'a pas des heures. L'évolution qui est décrite ici commence très 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 tôt, hein, avec vraiment les tout premiers ancêtres qui venaient de se différencier des grands singes, et donc tous les fossiles qu'on a de ces époques-là montrent que les grands singes et les tout premiers, on ne parle pas d'humains là, on parle de hominins, des homininés, qui étaient adaptés pour la vie à la fois sur Terre mais aussi dans les arbres. Et donc là on est, il y a 5 à 10 millions d'années, et c'est dans cette époque-là que la différenciation a commencé à se faire entre ce qui allait devenir des hommes et ce qui allait évoluer toujours en tant que grand singe, avec un ancêtre commun, ou des ancêtres communs, parce que tous ces arbres de vie sont complexes, c'est pas vraiment une subdivision mathématique, il y a plein on dirait de tentatives, et puis qui se soldent parfois par les échecs, et donc ce sont des espèces qui disparaissent, et d'autres qui ont plus de succès et qui continuent à évoluer plus avant. Et donc, si on descend à environ 2,5 millions d'années, hein, les tout premiers Homo, donc le genre Homo, donc là on a déjà évolué, on n'est plus dans les australopithèques, ont commencé à introduire davantage de protéines animales dans leur diète, parce qu'auparavant, c'est vrai, c'était quand même une dominance de frugivorisme. Et puis, le genre Homo s'est spécialisé dans la station debout, donc des bipèdes intégraux, hein, ce qui n'est pas le cas des singes, qui se servent différemment de leurs 4 membres. Et puis alors, on a vu apparaître les premiers outils en pierre, et on a vu aussi une augmentation du volume du cerveau. Hein. Donc la toute première espèce du genre Homo, c'est Homo habilis,
On est là à 1 800 000 ans. Et ensuite, il y a eu une évolution vers Homo erectus, Homo erectus, qui est beaucoup plus évolué, qui a donné naissance à toutes ces espèces, si pas actuelles, parce qu'actuellement il n'y a que Homo sapiens, mais récentes comme Homo neanderthalensis et Homo denisovanensis, dont je vous ai parlé déjà dans les opus précédents sur cette saga ancestrale. Avant ces subdivisions, la Terre était l'Afrique, tout ça c'est l'Afrique bien entendu, jusque récemment, jusqu'il y a 300, 400, 500 000 ans peut-être, où ça a commencé à déborder de l'Afrique par le Moyen-Orient, vers l'Europe et vers l'Asie, beaucoup plus tardivement d'Asie vers les Amériques, ça c'est très récent. Et donc c'est Homo erectus qui a donné naissance à toute cette diversification. Et Homo erectus avait développé ses talents pour la chasse, avait une structure corporelle plus puissante, plus grande, croissance de taille indéniable par rapport à ses prédécesseurs, et diète riche en viande, avec capacité de maîtriser le feu, donc de cuire les aliments, et donc un habitat qui n'était plus spécifiquement la forêt, bien que bon, elle était utilisée, mais une migration plus vers la savane, et où il s'adonnait plutôt à la chasse, et à la pêche d'ailleurs, alors que dans les stades intermédiaires, pour passer du frugivorisme à cette dominance de la chasse et de la pêche, donc avec des diètes riches en protéines et en graisses, eh bien on a eu donc ça ce sont des prédateurs. Eh bien avant on a eu le stade des charognards, donc qui n'étaient pas encore organisés en tant que prédateurs, et aussi la taille des groupes humains a augmenté pour se donner plus de moyens de prédation. Et alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a Goliath qui se manifeste, donc je pense qu'il veut intervenir dans la discussion, et alors vous allez remarquer qu'il a eu le droit ce matin à un pré-toilettage. Le pauvre, on me disait, vous m'avez dit, lors de la vidéo précédente, qu'on ne voyait plus ses yeux. Bon, ben si nous ne voyons pas ses yeux, ben, c'est clair que lui ne sait pas non plus voir grand-chose. Alors, comme il n'y voit déjà pas trop clair avec ses problèmes de cataracte, eh bien, il a été toiletté de tout le museau. Et il s'est laissé très très bien faire ce matin. Bravo Goliath. Super Goliath. Bon, on va le mettre sur mes genoux, on va voir si ça lui botte. À mon avis, c'est un peu de ça qu'il veut. Hein? Oui? Hein? Bon, et alors, donc voilà, ça c'est l'article que je viens de vous expliquer. Et alors, la dernière phase, ici, c'est qu'il y a à peu près 100 000 ans, ces diètes qui étaient très hautes en chair animale. Hein. D'ailleurs, Néandertal est considéré comme un archicarnivore. Alors vous me direz, oui, ils ont disparu. Alors les petits malins vont dire, c'est pour ça qu'ils ont disparu. Bon, apparemment pas. C'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, ils ont disparu quand Homo sapiens est venu occuper leur niche écologique. Peut-être qu'il y a un rôle. Homo sapiens qui venait d'Afrique a pu apporter des virus et des maladies infectieuses. Ça peut peut-être faire partie du problème. Je pense qu'il y a eu aussi un problème avec Néandertal d'un manque de diversité génique, trop de consanguinité et des problèmes qui sont apparus
si vous voulez, les populations étaient très dispersées entre le nord de l'Espagne et l'est de l'Europe. Ils n'étaient pas très nombreux. Bon, ça s'est éteint. Hein. Ça s'est éteint, surtout sous la pression d'Homo sapiens. Et puis, bon, on pense aussi, bon, ce qu'il faut quand même faire apparaître, c'est que Homo sapiens avait une grande différence par rapport à Homo neanderthalensis, c'est l'art. Il pratiquait l'art, il créait des bijoux, il peignait son habitat, il peignait la surface des cavernes dans lesquelles il se réfugiait, ce que l'homme de Néandertal n'a jamais fait. On pense connaître quels sont les gènes qui peuvent expliquer ce genre de différence. Bon, ça dépasse notre sujet aujourd'hui, mais c'est quand même assez fascinant. Hein. Homo sapiens, quand il s'est développé en Afrique, il y a 300 000 ans, partout en Afrique, on a commencé à voir des artefacts qui servaient notamment à faire des bijoux, des colliers, des choses comme ça. Il y a 300 000 ans. Mais avant ça, et pendant toutes ces centaines de milliers d'années, parce que l'homme de Néandertal était déjà en Europe, Néandertal ne faisait rien de tel. Par contre, avec leur diète riche en graisses et en protéines, c'était, je ne vais pas dire des super-héros pour utiliser un terme très moderne, mais c'était des ouf. Les individus les plus grands pouvaient peser 100 kilos, mais pas de graisse, hein, que du muscle, et donc des capacités physiques exceptionnelles qui leur donnaient une force de prédation tout aussi exceptionnelle, puisqu'ils maîtrisaient, ils se nourrissaient de très grands mammifères, qui ont d'ailleurs disparu depuis, en partie parce qu'ils ont été chassés. Bref. Donc il y a 100 000 ans, je vous lis textuellement la phrase, les diètes ont commencé à bouger vers un contenu plus important en céréales. Ça a déjà commencé il y a 100 000 ans. Et puis alors évidemment, ça a explosé il y a 10 000 ans avec la sédentarisation et avec le démarrage des cultures, notamment de céréales, du blé en Europe et au Moyen-Orient, du riz en Asie et de différents, peut-être un peu plus de variations en Amérique, mais quand même un très grand développement, une très grande importance du maïs. Donc pareil partout, les céréales sont arrivées en force il y a 10 000 ans, mais il y avait déjà une transition. Donc je vous renvoie au Mésolithique, qui est cette période charnière entre le Paléolithique et le Néolithique. Et dans l'opus 2, si vous voulez le réécouter, vous l'écoutez si vous n'avez pas encore écouté, il y a 15 000 ans, on commençait à avoir de gros dégâts au niveau de la santé dentaire, et ça coïncidait avec l'introduction de beaucoup plus de glucides dans la diète, et notamment, comme je vous avais expliqué, de glucides provenant de la macération de glands, de pignons, oui, qui ne sont pas des céréales, pas encore des céréales, mais qui ne sont plus des aliments quasiment essentiellement constitués de protéines et de graisses. Et puis, dans ces 100 000 ans, il n'y a pas que les glands et les pignons, hein, il y a d'autres évolutions. Il y a quand même eu, dans les dizaines de milliers d'années qui nous précèdent, une évolution vers davantage de cueillettes de céréales sauvages. Bon, évidemment, c'est pas des champs, mais voilà, on se dit, bon, tiens, ça apaise quand même la faim. Ils ont quand même commencé à recruter plus de céréales. Ça restait minime, évidemment, par rapport à là où on est aujourd'hui, rien à voir. Et donc, cette évolution dans le Mésolithique, nous avions vu que ça a coïncidé avec l'apparition d'une mutation dans le génotype DIE2, où bon, j'utilise les deux possibilités A et T, hein,
Bon, alors, vous avez d'autres manières d'évoquer ça. Il faut juste traduire, passer dans l'autre truc, mais je ne vais pas embrouiller les choses. Et donc, les ancêtres, au paléolithique, les Néandertals, les Dénisoviens, tout ça, c'était DIO2-AA, qu'on trouve encore aujourd'hui, 14% de la population. Mais il y a 15 000 ans est apparu le T, et donc on a commencé à voir, et on a des exemples qu'on a pu identifier, qui sont là dans les banques de données, TA ou TT. Eh bien, TA et TT ont représenté une adaptation intéressante à l'augmentation de la consommation de glucides, parce que quand on augmente la consommation de glucides, on a besoin d'une production accrue d'hormones thyroïdiennes. Donc on a besoin d'une plus forte conversion de la T4, donc de la thyroxine, qui est le précurseur inactif, qui ne sait pas se fixer sur les récepteurs hormonaux thyroïdiens, en hormone parfaitement active qui est la T3, la liothyronine. Et donc, c'était intéressant d'avoir une conversion plus performante avec le DIO2 TA et surtout TT, qui maintenant est dominant en Europe. Le AA n'est plus que 14%. Et ce TT permet de mieux convertir et de s'adapter à une alimentation plus riche en glucides, qui est l'alimentation plus moderne. Ceci dit, si votre génotype est DIO2-AA, voilà, c'est bien beau le TT, mais c'est pas vous. Donc si vous êtes AA, high fat, low carb, quel que soit votre ApoE, adaptez, débrouillez-vous avec votre ApoE en sus. Et si vous avez de l'ApoE 4, ben, les graisses devront être beaucoup plus végétales ou marines que saturées, mais DIO2AA, high fat, parce que ça vous permet de ne pas être dans l'obligation d'une conversion acharnée. Bon voilà, donc ça c'est vraiment un article très intéressant qui nous permet de dresser ce grand tableau, mais passons aux choses sérieuses, parce qu'évidemment les minutes s'écoulent, tout ça est bien joli, mais vous voulez aussi les faits, mais les faits je vous les donne tout de suite. C'est un autre article où je vais tout de suite. Bon, oui, il y a énormément de données, nous n'avons pas le temps de tout revoir ici, mais je vous donne les points essentiels. La taille des individus a commencé à décroître légèrement à partir de la fin du paléolithique, ce qu'on appelle le paléolithique supérieur, parce que le supérieur c'est toujours ce qui est le plus tardif, vers le mésolithique. Donc oui, ça a commencé à se passer, et effectivement, ça fait 100 000 ans que ça évolue dans ce mauvais, entre guillemets, sens. Et puis alors, voilà, noir sur blanc, avec toutes les références, il y a des dizaines de références à cet article qui est très complet. Je vous les montre brièvement. Enfin, bon, je ne les retrouve plus. Ainsi, voilà. Il y en a 140. Okay, 140. Et donc, la perte de taille est devenue beaucoup plus marquée au début de la transition de l'époque où l'agriculture est arrivée vers donc le passage au néolithique. La grosse perte de taille. Et j'utilise, bon alors dans cet article-là, c'est très technique, etc. C'est pas l'idéal pour cette démonstration. Je passe à l'article suivant, où là on se concentre sur des époques un peu plus récentes, parce que bon, c'est quand même là-dedans que nous sommes. Voilà l'article en question. Bon, les résultats montrent une perte significative de taille chez les humains.
J'ai imprimé en grand un graphique. Bon, je vous montre quand même l'ensemble des données parce qu'il y a les hommes, il y a les femmes, il y a 36 détails, mais on n'a pas le temps d'entrer dans tous les détails. Je vous montre ce qui compte. Voilà. Alors, vous regardez les barres rouges qui sont les médianes. Okay, vous avez évidemment toute la zone de dispersion statistique, mais bon, pour faire simple, on prend la médiane. Vous avez les tailles sur le côté. Vous voyez qu'au Mésolithique, la taille moyenne était quand même pas mal du tout, d'un mètre 73, 73. Et puis, donc ça c'est Mésolithique, j'ai ajouté ça à la main pour pouvoir mettre tout sur une grande feuille. Et puis, donc ça c'est Mésolithique. Et puis au Néolithique, ben, Bardaf. Bardaf, vous avez une perte de taille considérable de près de 10 cm, hein, probablement 9 cm ici en moyenne. Catastrophe. Ça remonte un tout petit peu à l'âge du bronze. Donc là, on est 4000 ans. 4-5 000 ans, je pense, entre 3 et 5, je pense, puis alors un peu plus récemment, l'âge du fer, de 3 000 ans, ça remonte un peu, puis alors finalement, au Moyen-Âge, ça commence à redémarrer. Mais Mésolithique, alors que c'était déjà en train de diminuer. Et puis, Néolithique, catastrophe. Et donc, mesdames et messieurs, ben, les céréales, pas bon. Alors, vous direz, il n'y a pas que ça qui a changé, il y a tout le mode de vie des humains qui a changé, mais quand même, énorme problème de cette transition vers l'agriculture et les champs de blé. Hein. Et donc, ceci, c'est indépendamment de la détérioration de la santé buccale, dentaire, gingivale, dont je vous ai parlé dans l'opus 2. Je ne reviens pas dessus parce que c'était déjà assez. Je vous avais montré les caries, les abcès, enfin, l'horreur. Voilà. Alors, malgré tout ça, voilà, j'ai encore des messages, des femmes de céréales qui me disent « Ah oui, mais il y a des centenaires en Amérique centrale qui se nourrissent de maïs. Voilà, grâce à ça, ils sont centenaires. » Bon, il y a peut-être d'autres facteurs hein, que le maïs. Ils ne se nourrissent pas que de maïs. Ils ne mangent toujours pas tous la même chose. Enfin, tout ça, c'est vraiment de la bêtise. Alors d'autres aussi, ah oui, non. Ah, mais les Asiatiques, vous voyez, ouf, sont en telle bonne santé. Je pense qu'un peu impressionné par le Japon, peut-être qui fait quand même mieux que la moyenne, mais soi-disant, grâce au riz, les Asiatiques sont des êtres humains parfaits. Ben non, ils sont diabétiques, obèses, etc. Quand ils mangent trop de riz, c'est pas une question de ne pas en manger, mais c'est une question de quantité. Bon, ben écoutez, je vais prendre Goliath dans une main. On termine. Vous remontrez M. Roxo qui est resté tout à fait imperturbable par rapport à cette capsule. Hein, il n'en a absolument rien à cirer de tout ça. Et voilà, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Eh bien, on mange du gigot. Ben voilà, on est dans les prédateurs. On mange des pois chiches. Voilà tous les légumes. En voilà encore. Et donc, qu'est-ce qu'on mange? Ah, je ne vous le dis pas. À vous de trouver. Faites un petit commentaire pour savoir ce qu'on mange ce soir. À bientôt, merci. Tous les vendredis 19h30, on s'y tient, on continue. Et je vous remercie pour cette fidélité. Au revoir Goliath. Au revoir tout le monde. Bye bye. Oups. C'est pas évident de fermer ce truc. Salut.